À chaque pays, sa maison de l'horreur. Pour l'Angleterre, elle se situe à Gloucester, une petite ville portuaire du sud-ouest du pays. Je vais vous raconter l'histoire de ses propriétaires, les West, qui commettront les pires atrocités. La plupart des tueurs en série sont des hommes qui opèrent seuls. Cependant, pendant plus de 26 ans, c'est un couple qui sévira en Angleterre. Fred et Rose West ont basculé dans l'horreur pour assouvir leurs pulsions et leurs perversions. Accrochez-vous. Nous sommes en 1968, lors d'une fraîche soirée de novembre dans les rues de Cheltenham, en Angleterre. C'est ici que Rosemary Lett, Rose pour les intimes, va pour la première fois rencontrer celui qui va changer sa vie. Rose, âgée d'à peine 15 ans, termine son travail dans un salon de thé où elle est employée comme serveuse. C'est une jeune fille avenante et au physique agréable. Comme à son habitude, elle se dirige vers l'arrêt de bus, situé quelques rues plus bas, pour rentrer chez elle. Un peu en avance, elle s'y installe et somnole, fatiguée de sa longue journée. Soudain, elle entend le bruit d'un véhicule, ouvre les yeux et aperçoit, non pas le bus, mais une camionnette de livraison garée juste devant elle. Un homme, d'une petite trentaine d'années, en descend et l'aborde. Brun aux cheveux courts et bouclés, sa carrure est assez robuste et ses épaules sont larges. Il est plutôt athlétique. Et on va se le dire directement, il ne la laisse pas indifférente. Il se présente sous le nom de Fred et commence à la draguer ouvertement. Mais ce soir-là, Rose n'est pas d'humeur à écouter un beau parleur et surtout, il est bien trop vieux pour elle. Rose l'envoie donc sur les roses. Le bus arrive et elle rentre chez elle. Quelques jours plus tard, leurs routes se recroisent. Finalement, le courant semble bien passer entre eux et ils prennent plaisir à discuter ensemble. La conversation est plutôt banale. Elle apprend qu'il a 27 ans, qu'il a aménagé dans une petite ville des environs depuis 3 ans à peine et qu'il passe souvent dans le coin pour effectuer ses livraisons pour la boulangerie qu'il emploie. Rien de bien passionnant. Mais Fred, qui sait maintenant où travaille Rose, débarque un jour dans le salon de thé et l'invite à sortir. Contre toute attente, elle accepte, flattée qu'un homme de l'âge de Fred soit intéressé par elle. Très vite, ils se mettent en couple. Mais la famille de Rose ne voit pas cette liaison d'un très bon œil. N'arrivant pas à lui faire entendre raison, elle la rejette complètement et la confie aux services sociaux, ce qui ne l'empêche pas de continuer sa relation avec l'élu de son cœur. Elle emménage dans sa caravane et file le parfait amour. Mais le passé de Fred va vite rattraper le jeune couple. Après quelques mois passés ensemble, les services sociaux rendent à Fred la garde de 2 petites filles. Charmaine, la fille de sa précédente épouse Rena Costello, et Anne-Marie, née lors de leur mariage. Rena l'avait quitté depuis plus de 2 ans et s'était enfuie avec un autre homme. Du jour au lendemain, Rose, à peine sortie de l'adolescence, devient la belle-mère de 2 très jeunes enfants. Afin de subvenir à leurs besoins, le couple enchaîne les petits boulots et économise pour quitter leur caravane, devenue bien trop étroite. C'est en juillet 1970 que la famille recomposée aménage à Gloucester, au rez-de-chaussée d'une maison en location divisée en plusieurs appartements. Rose attend un enfant et quelques mois plus tard donne naissance à leur première fille, Heather. 3 semaines après la naissance d'Heather, Fred, qui travaille maintenant dans une entreprise de pneus, se fait incarcérer pour vol. Fred n'est pas feignant, il travaille dur pour sa famille et il est très polyvalent. Mais il ne garde pas très longtemps ses emplois. C'est qu'il est un petit peu kleptomane sur les bords. Rose, alors âgée de 17 ans, se retrouve seule à élever 3 enfants. Charmaine, 7 ans, Anna, 6 et Heather vient tout juste de naître. Très vite, la situation devient ingérable pour la jeune femme. Débordée, elle commence à reproduire l'éducation qu'elle a elle-même reçue de son père. Et les coups pleuvent. Elle frappe, elle ligote, elle donne des coups de ceinture. Elle perd le contrôle, se défoule et apprécie de plus en plus le sentiment de domination qu'elle a sur les petites filles. Les cloisons sont fines et les voisins ne peuvent pas ignorer les cris. Mais ils préfèrent ne rien dire. Comment, même en 1970, peut-on encore rester sourd aux cris et aux pleurs d'un enfant? Cependant, une voisine qui vit dans le logement du dessus s'interroge car sa fille Tracy lui dit un jour qu'elle serait entrée chez les West sans frapper pour jouer avec Charmaine. C'est là qu'elle aurait vu son amie debout sur un tabouret, les mains ligotées dans le dos, pendant que Rose lui tournait autour en faisant claquer une ceinture. Choquée par cette histoire, elle va en discuter avec Rose, qui lui explique que les enfants exagèrent toujours et qu'ils ont beaucoup trop d'imagination.
l'incident est clos. Charmaine, l'aînée, est indépendante et a un fort caractère. La petite fille ne se laisse pas faire et tient tête à Rose, malgré sa violence croissante. Rose la supporte de moins en moins, surtout que cet enfant n'est pas le sien, ni même celui de son amant. Elle devrait être heureuse que l'on s'occupe d'elle. En mars de l'année suivante, la violence monte encore d'un cran et la petite fille est hospitalisée pour une très nette coupure à la cheville. Les médecins acceptent une fois de plus les explications de Rose et personne ne s'inquiète de l'état de l'enfant. Fred, qui est toujours en prison, reçoit une lettre de son amante peu de temps après l'hospitalisation de sa fille adoptive. Et avec du recul, son contenu ne laisse rien présager de bon pour l'avenir de la petite Charmaine. « Mon chéri, je n'en peux plus d'attendre. Encore 3 visites et on arrive à la moitié du temps à t'attendre. Chéri, à propos de Charmaine, je pense qu'elle aime être maltraitée. Pourquoi ai-je à faire cela toute seule? J'aimerais l'éloigner pour son bien, si ce n'est pour celui des autres enfants. Je vais laisser Dieu me guider. » Et c'est à peine 2 mois plus tard que le destin de la petite fille basculera pour de bon. Rose est seule à la maison lorsque Charmaine rentre de l'école. Leur relation est déjà tendue et les discussions, aussi anodines soient-elles, virent rapidement aux disputes. Mais pour Rose, c'est celle de trop. Elle se jette sur l'enfant et place ses mains autour de son cou. On imagine bien que la petite fille a dû se débattre, mais le rapport de force est là. Rose serre de plus en plus ses doigts autour de la gorge et au bout de quelques minutes, l'enfant ne respire plus. Une fois le mal fait, Rose ne sait pas quoi faire du corps. Elle le cache et est persuadée que Fred, qui l'aime, l'aidera à régler ce petit problème. En tout cas, elle a déjà trouvé la solution pour expliquer la disparition de la fillette. Le lendemain, elle raconte à la petite sœur de Charmaine, Anne-Marie, qu'elle est partie avec leur mère biologique. Elle se rend ensuite à l'école et donne la même version. Tout va bien, personne ne doute d'elle et la vie reprend son cours. 10 jours plus tard, Fred sort de prison. Il remarque vite l'absence de Charmaine et interroge sa femme qui le conduit à la cave. Il y découvre le corps de sa fille et aussitôt va pardonner à Rose le meurtre de l'enfant. Ce sont des choses qui arrivent apparemment. Rose comme Fred ne ressentent aucune peine face au cadavre et c'est sans aucun remords que Fred place le corps dans un sac poubelle, se munit d'une pelle et se dirige vers le jardin pour le faire disparaître. Maintenant débarrassés du corps, tout semble aller bien pour eux jusqu'à ce que Rena, la mère biologique de Charmaine, réapparaisse. Après avoir abandonné ses enfants, elle décide finalement de récupérer ses 2 filles, Charmaine et Anne-Marie, et se présente à leur domicile 2 mois après le meurtre. Fred comprend vite qu'elle peut être dangereuse s'il n'explique pas l'absence de Charmaine. Effectivement, comme toute bonne mère, elle risque de porter plainte auprès de la police et des services sociaux. Avant même qu'elle ne passe la porte, Fred l'arrête et lui donne rendez-vous dans un pub de Gloucester. Rena accepte, ne se doutant pas un instant qu'il ait pu arriver malheur à Charmaine ou à Anne-Marie. Une fois au pub, Fred engage la conversation et l'écoute, sans pour autant oublier de la faire boire. Rena se retrouve très vite dans un état où elle ne peut plus dire non et se laisse convaincre de le suivre. Fred la conduit en dehors de la ville, dans un champ, pour continuer leur conversation, où finalement, il la tue. La terre est très dure, et Fred, à l'aide d'une bêche, se contente de creuser un petit trou. Mais le corps ne rentre pas, alors il le découpe. Et maintenant que Rose est devenue son alter ego, elle comprendra. Sa besogne accomplie, il repart retrouver celle qu'il aime. À partir de ce jour, c'est un tout autre couple qui est né. Un couple de tueurs, dont la soif de violence n'est pas prête de s'étancher. À ce stade de l'histoire, la justice n'a pas pu ignorer la disparition de Charmaine, comme celle de sa mère. Rena, même instable, avait une famille, un père, 4 sœurs ou tout simplement des amis pour s'inquiéter de son absence. Pourtant, il faudra attendre plus de 20 ans avant que Fred et Rose West ne soient inquiétés. C'est plus exactement durant l'été 1993 que la roue tourne pour le couple maudit. Depuis, Fred et Rose se sont mariés. Ils ont acheté une maison à Gloucester, au 25 Cromwell Street, qu'ils ont aménagée en bed and breakfast. La famille s'est agrandie. Heather, la première fille de Rose, a maintenant 7 petits frères et sœurs. Leur maison d'hôtes est connue, ne serait-ce que pour le prix dérisoire des chambres. L'enquêtrice, Hazel Savage, connaît bien l'établissement et ses propriétaires, ne serait-ce que pour y avoir interpellé plusieurs de leurs locataires pour détention de drogue. Alors, ça en dit long sur la fréquentation du lieu. Mais surtout, elle connaît Fred pour des faits de séquestration et d'agression sur une jeune femme. Et d'après les rumeurs, ce n'est pas la seule. Pourtant, aucune procédure n'a été menée jusqu'au bout. Contrairement à ses collègues, Hazel est tenace, et ce n'est pas simplement son instinct qui la pousse à continuer son enquête. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la famille West. Lors d'une précédente perquisition dans le bed and breakfast, elle a trouvé dans la chambre du couple plus d'une centaine de vidéos amateurs très hard, mettant en scène aussi bien Rose avec des inconnus que Fred avec des jeunes femmes qui, elles, ne semblaient pas ravies de participer à leur jeu pervers. Malheureusement, les preuves que Savage considère comme solides ne sont pas retenues et détruites. Mais ce n'est pas tant ces images choquantes qui hantent le plus l'esprit d'Hazel Savage, mais un témoignage
son enquête l'avait conduite à Anne-Marie, la seconde fille de Fred et Rose. Elle lui raconte tous les faits effroyables qui marquèrent son enfance. Maltraitance, séquestration, viol. Je vous laisse imaginer l'horreur. C'est sans mal qu'on peut comprendre que malgré son départ de la maison familiale, malgré qu'elle ait construit sa vie et fondé sa propre famille, Anne-Marie est toujours terrorisée par ses parents. Même adulte, elle reste totalement sous leur emprise. Apprenant la conversation de sa fille avec l'enquêtrice, Rose comprend que l'étau se resserre. Elle appelle sa fille qui se mure une fois de plus dans le silence. Hazel Savage ne pourra pas pour l'instant se servir de ce témoignage. Savage continue son enquête, bien décidé à arrêter ce couple sadique et pervers, ne serait-ce que pour rendre justice à Anne-Marie. La famille West est nombreuse. Elle compte plus de 8 enfants et Savage suppose qu'Anne-Marie n'est pas la seule à avoir subi des sévices. C'est pour cette raison qu'elle décide de se concentrer sur leur généalogie et très vite, elle se rend compte que les deux aînés de Fred semblent introuvables. Charmaine, normalement âgée de 29 ans, mais dont elle perd la trace dès ses 8 ans, et Heather, 22 ans. Lors de son témoignage, Anne-Marie lui avait dit que, d'après ses parents, Charmaine était partie avec leur mère biologique durant sa toute petite enfance, et qu'Heather avait fugué à 16 ans. Hazel n'y croit pas une seconde, et elle a bien raison. Alors que Savage poursuit son enquête, elle contacte les services sociaux qui connaissent que trop bien les nombreux enfants West. C'est au cours de sa conversation téléphonique avec l'une des responsables qu'elle apprend que les enfants parlent régulièrement d'une drôle de blague que leur père dirait régulièrement. Attention, Heather est sous la terrasse. Hazel Savage comprend directement que cela n'a rien d'une blague. C'est clairement une menace à l'égard des enfants et un appel à l'aide de leur part qui n'a jamais été pris au sérieux. Savage demande immédiatement l'autorisation d'effectuer des fouilles au 25 Cromwell Street. Et grâce à sa persévérance, elle obtient enfin les autorisations en février 1994. Elle est bien décidée à retrouver le corps d'Heather. Les forces de police arrivent au domicile des West et Rose entre dans une rage folle. Elle les agresse et est aussitôt arrêtée. C'est alors qu'à son tour, Fred sort de la maison et hurle « Je ne l'ai pas tué !» Savage n'est pas surprise. Elle lui passe les menottes et le conduit jusqu'au véhicule de police. À peine assis, Fred avoue tout. Enfin, tout sur le meurtre d'Heather, sa première fille avec Rose. Est-ce que Fred espère que ça va s'arrêter là? En tout cas, il explique à Savage où se trouve le corps. Et pour se justifier, il raconte qu'Heather a tenté de donner du LSD à ses frères et sœurs pour les pousser à sauter du toit. En voyant ça, il se serait emporté. Il lui dit « Je me suis précipité sur elle et je l'ai attrapée à la gorge. J'ai mis mes mains autour de son cou. Je ne voulais pas la tuer, juste la secouer. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Je l'ai tenue environ 1 minute. La minute suivante, elle était devenue blême. » Fred n'a aucun état d'âme. Et c'est toujours sans aucune émotion qu'il explique avoir tenté de mettre Heather dans un sac poubelle, comme pour Charmaine, mais que, comme son corps n'entrait pas, il l'a montée à l'étage et une fois posée dans la baignoire, il l'a découpée avec une scie, comme pour Rena, sa mère. Une fois réduite en morceaux, il l'a enterrée dans le jardin, dans un trou qu'il avoue avoir fait creuser par ses autres enfants, prétextant y vouloir y construire un bassin. Trou qui, bien sûr, était rebouché dès le lendemain. Pendant que Fred raconte cet horrible meurtre, les premiers ossements sont retrouvés. Mais c'est là que le pire arrive. Il n'y a pas qu'un corps dans ce trou. Et la police commence à comprendre à quel genre de personnage elle a affaire. Au bout de quelques minutes, Fred West craque et dit qu'il y a d'autres corps sous la terrasse. Au moins 5 ou 6 selon ses dires. Mais nous sommes bien loin du compte. Ce n'est pas moins de 13 corps, tous démembrés, qui seront déterrés dans le jardin des West. Et 5 seront retrouvés à l'intérieur des murs de la maison, maintenant connue dans tout le pays comme la maison de l'horreur. Ce couple de prédateurs avait une combine bien huilée. Sans compter leurs enfants, ils s'en prenaient à des jeunes femmes, des autostoppeuses principalement, et même à certaines de leurs locataires. Ils les enlevaient, les séquestraient dans la cave où ils leur faisaient subir toutes sortes d'atrocités et d'abus. Une fois leur pulsion satisfaite, ils les tuaient. Fred, probablement pour un dernier shot d'adrénaline, les découpait dans sa baignoire avant de se débarrasser des corps. Cette fois-ci, impossible pour les West d'échapper à la justice. Ils sont arrêtés et séparés. Durant les interrogatoires, Fred tentera de prendre sur lui toutes les atrocités qu'ils ont commises ensemble. Et la liste est très longue. Mais instable, l'homme se contredira. Finalement, la veille du procès, il se pend en laissant une lettre clamant son amour inconditionnel pour Rose et ne sera donc jamais jugé pour ses atrocités commises. De son côté, malgré les promesses échangées, Rose ne le rejoindra pas. Elle restera seule face à la justice et sera l'unique personne punie. Officiellement, le couple a fait 12 victimes. Mais Rose ne sera accusée que pour 10 d'entre eux. Elle est rendue coupable et purge actuellement une peine à perpétuité.
Aujourd'hui encore, Rose clame son innocence en rejetant habilement la faute sur son défunt époux. Elle n'a rien vu, rien entendu. Mais est-ce réellement possible qu'elle n'ait pas participé à cette folie meurtrière pendant plus de 26 ans de vie commune? Et 12 victimes ont-elles vraiment été suffisantes pour assouvir les désirs de ce couple psychopathe? Comment leur entourage et le système ont-ils pu fermer les yeux sur la détresse de ces enfants? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain dossier sensible.